Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, les travailleurs des universités du Sénégal revendiquent une revalorisation salariale. Ils menacent de boycotter la prochaine rentrée universitaire. Plus de détails dès le début de cette édition. Lutte contre l'insécurité routière, série noire sur l'axe Linguère-Matam. L'Agence nationale de sécurité routière lance une campagne de sensibilisation dans cette partie du pays. À Dakar, les routes cabossées à la cité Keur-Gorgui irritent les automobilistes. Reportage à suivre. À suivre également notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction à quelques jours du Grand Magal de Touba. Zoom sur l'ouvrage Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, digne héritier de Seydina Mohamed. Un recueil de poèmes signé Ndongo Dime, note de lecture à suivre. Et puis en sport, football, le tirage de la phase de groupe de la Ligue européenne des champions. Duel de titans entre le Bayern de Sadio Mané et le FC Barcelone dans le groupe C. Les détails dans la page des sports. D'abord, en nécrologie, le groupe Futur Média, endeuillé par la disparition de notre confrère de l'Observateur Jean-Pierre Mané, JP, comme on l'appelait affectueusement, était un dynamique professionnel. Il a été inhumé ce matin au cimetière Saint-Lazare de Béthanie. Mariem Ndiaye et Dissa Prera. L'ultime hommage à Jean-Pierre Mané à la paroisse Sainte-Thérèse ce matin. Des adieux douloureux pour les parents, amis et confrères de cette plume qui va manquer à jamais les lecteurs du quotidien L'Observateur. Pour qui connaît Jean-Pierre, d'abord c'est un homme de pays. Voilà quelqu'un qui sait quand même fédérer tout le monde dans un même cadre. Et tous les jours, il appelait pratiquement tous ses amis. Et durant sa maladie aussi, il a été très fort mentalement. Et c'est pourquoi il a pu quand même résister jusqu'à maintenant. Jean-Pierre, il a guidé mes pas dans le journal. Tout ce que je le faisais avec lui. On s'entendait beaucoup. Jean-Pierre, sa famille était ma famille. Elle était la mienne. Aujourd'hui qu'il est parti, Jean-Pierre, je n'ai pas les mots aujourd'hui. Je suis venu de Ziguinchor ici pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure parce qu'on a travaillé ensemble pendant presque plus de 20 ans, avec lui et moi. Ça, je l'appelais aussi, je le taquinais, je le disais. Le premier reporter de Simandi Balante, le premier journaliste de Simandi, il rigolait avec moi. Les témoignages sont unanimes. Tous saluent la mémoire d'un professionnel aguerri et travailleur. Pour eux, Jean-Pierre Mané était tout simplement un homme bon. Jean-Pierre, ce qu'on retient de lui, c'était quelqu'un qui encadrait beaucoup la jeune génération, en tout cas les jeunes de l'Obs. Et aujourd'hui, tout ce qu'on peut faire, c'est s'incliner devant sa mémoire, tout en demandant à la jeune génération d'aller lire les articles de Jean-Pierre pour voir le travail qu'il a abattu pendant qu'il était à l'Observateur. Jérémy Seka Mané était son meilleur ami. Seule la mort les a séparés. Il est difficile d'admettre la réalité. On s'est vu le jeudi. À 15h, j'étais chez lui. Bon. Arrivé chez lui, il chantait. Il aime tellement le chanson d'Alpha Blondy. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce que tu dis? Moi, ce modèle, il y a mettre. Arrête. Je suis revenu dimanche vers 10h. Je tape à la porte, il ne répond pas. Bon, j'ai dit à la maman qui l'a loué, j'ai dit, maman, est-ce que tu peux défoncer la porte? Non. On a ouvert la porte. Bof, j'ai trouvé Jean-Pierre est parti. Après la messe, direction le cimetière Saint-Lazare de Béthanie, où repose désormais le premier reporter de Simandi Balante, comme on le surnomme. Et nous pensons ce soir à sa famille. Merci Mariem. Risque de perturbation de la prochaine rentrée universitaire. Les travailleurs des universités du Sénégal revendiquent une revalorisation salariale. Suite à la hausse des salaires des agents de l'administration, le syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal s'insurge contre la non-effectivité de cette mesure au profit des travailleurs des universités. Les universités du Sénégal, qui sont des établissements publics, constituent un maillon essentiel dans la vie de la nation.
et emploie plusieurs milliers de travailleurs qui abattent un effort considérable de fourniture de services publics. Dans le champ syndical, ces agents des universités du Sénégal, regroupés au sein du syndicat autonome des travailleurs des universités du Sénégal, SATUS, comme tous les travailleurs du pays, ressentent fortement les contre-coups de la conjoncture économique qui les place aujourd'hui, eux et leurs familles, dans une plus grande vulnérabilité socio-économique. Magnifiant donc cette mesure salutaire de revalorisation des salaires des agents de l'administration publique sénégalaise, le statut s'insurge cependant contre la non-effectivité de cette mesure au profit de l'ensemble des travailleurs des universités du Sénégal. Nous estimons que l'autorité va prendre les mesures idoines, sinon en octobre, on risque de lever le ton et de croiser les bras. Et si nous le faisons, je pense qu'on va vers une turbulence de l'année universitaire. Le directeur général de la Sénélec approuve la modification du code des marchés publics. Ces nouvelles dispositions vont apporter de la célérité, de l'efficience et surtout de l'efficacité dans le traitement des dossiers. Dissa Prera et Pape Sango Dembaye. Comme d'autres entreprises publiques, désormais la Sénélec n'est plus soumise aux obligations du Code des marchés publics. Une vieille doléance aujourd'hui satisfaite, les dispositions contraignantes de ce code a longtemps été un frein à l'exploitation. Lorsque vous avez une centrale avec un constructeur qui est bien connu, lorsqu'il y a une pièce bien défectueuse ou bien vous voulez faire la maintenance, le code des marchés nous imposait de lancer un appel d'offres. Alors que nous connaissons le constructeur, nous connaissons le fournisseur et souvent le fait de lancer un appel d'offres alors qu'on pouvait s'adresser directement au fabricant de ce moteur ou bien la procédure souvent pour demander l'autorisation prenait beaucoup de temps et entraînait des contraintes au niveau de l'exploitation. Avec cette nouvelle donne, la Sénélec devrait intervenir plus rapidement et plus efficacement. On visait deux objectifs, l'efficacité et l'efficience. L'efficacité en ce sens que ça devait nous permettre d'aller vite, d'atteindre les objectifs rapidement, et l'efficience également pour gagner en termes de coûts. Qu'aujourd'hui, cette pratique nous permet de dérouler comme on faisait avec le code des marchés, mais on n'a plus cette contrainte qui peut retarder la mise en œuvre correcte de notre planification en termes de projet, aussi bien pour les centrales, aussi bien pour le TEC, mais surtout au niveau commercial. L'acquisition des compteurs, l'acquisition des transformateurs, l'acquisition des câbles et tout cela. Même si la boîte n'est plus soumise aux dispositions du Code des marchés publics, le manuel interne et l'expérience de ce code devront guider les futurs appels d'offres. Merci Dissa. L'autre grand titre de cette édition, c'est ce cri du cœur des automobilistes à propos des routes défectueuses de la cité Keur Gorgui, principalement au rond-point cité Keur Gorgui où il est difficile de circuler tant les routes sont cabossées. Mauvais état des routes de la cité Keur Gorgui, c'est un reportage de Habib Faye et Pape Sango Dembaye. Cité Keur Gorgui, un des axes les plus empruntés de la capitale. Ici, circuler relève d'un véritable calvaire. La cause a une route défectueuse. Une route dégradée peut gâter votre machine, même pas une année quand j'ai acheté ma moto et vous voyez son état actuel. Ici, voir une route bitumée correcte est quasi impossible. Nous rencontrons beaucoup de difficultés sur la route à cause de son état défectueux. La dernière fois, je suis tombé avec ma marchandise me causant une entorse. La situation est alarmante à la cité Keur Gorgui. La route a gâté nos matériaux, nous obligeant souvent à changer certaines pièces de nos véhicules. Certains automobilistes évoquent les désagréments liés à une circulation difficile. Occasion saisie pour interpeller les autorités à retaper cette route bitumée. Les autorités sont au courant de l'état défectueux de la route, mais font la sourde oreille. Elles font exprès car depuis des années,
c'est le même constat. On perd trop de temps ici. Imaginez si vous quittez Guédiawaye à cause des embouteillages, vous faites 2 heures de temps pour arriver à l'heure. Il faut qu'il nous aide aussi. Plus de 5 ans, personne n'a essayé de retaper cette route. Maintenant, c'est au chef de l'État de prendre ses responsabilités. Cité Kergourgui, un quartier résidentiel qui change de décor de jour en jour. Seul hic, circuler devient un casse-tête pour ses usagers. L'insécurité routière sévit à Matam, série noire sur l'axe Linguère-Matam, une route de plus en plus accidentogène. Pour sensibiliser les transporteurs locaux, l'Agence nationale de la sécurité routière déroule des actions dans cette partie du pays. Voyons tout cela avec Ali Bandelian et El Ajli. Depuis la fin des travaux de la route Linguère-Matam, les accidents le plus souvent mortels se produisent sur cet axe routier. De nombreuses pertes en vies humaines qui suscitent une préoccupation des autorités de l'Agence nationale de la sécurité routière. Face au fléau, l'ANASER a lancé une campagne de sensibilisation visant particulièrement les transporteurs de la région de Matam. L'objectif visé, c'est aujourd'hui d'abord d'aller auprès des acteurs, faire de la sensibilisation, rappeler les prescriptions du code de la route, d'autant plus que durant cette période pluvieuse, c'est une période assez accidentogène, et donc rappeler à la prudence sur nos routes aux différents acteurs. Donc sur la qualité des véhicules aussi, il y a beaucoup de facteurs de régulation qu'on a mis en place, la limitation d'âge d'importation des véhicules. Donc sous peu, Matam verra effectivement le pôle Matam verra effectivement la mise en place d'un centre de contrôle technique moderne pour effectivement traiter ce parc roulant. Et l'autre facteur le plus déterminant qui polarise 90% des causes d'accidents, c'est le comportement humain. Sa capacitation, son comportement sur la route. Conduire sous l'emprise de substances psychotropes, faire des dépassements dangereux, faire des excès de vitesse, téléphoner au volant. Donc tous ces facteurs aggravants doivent être vraiment indexés et sensibiliser à suffisance les usagers pour vraiment que ces comportements soient bannis, pour se donner des chances vraiment de sauver des vies sur nos routes. Avec plus de 3000 km de routes bitumées réalisées depuis 2012 aux normes internationales, la responsabilité des usagers est plus qu'engagée, selon le directeur de route qui revient sur le projet du Dandemayo. Il faut constater que depuis 2012 à maintenant, nous avons réalisé près de 3000 km de routes, aujourd'hui en très bon état. Il faut s'en féliciter parce que cela contribue justement à la sécurité routière. La route du Dandemayo sera construite dans les standards de la CEDEAO. Donc ça, il faut aussi le dire. Et tout cela viendra justement accompagner. Une journée d'échange et de partage avec les chauffeurs et l'ensemble des responsables des regroupements des transporteurs au niveau des 3 départements avant la caravane dans les rues de Ourossogui. Et le tout sera bouclé ce vendredi avec un CRD spécial qui sera présidé par le gouverneur de Matam. Lutte contre la haine en ligne. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal lance une campagne de sensibilisation contre la haine et la désinformation sur les médias sociaux. L'objectif est de préserver la paix et la cohésion sociale. 4 mois de campagne en partenariat avec Meta, la maison mère de Facebook. Compte rendu de la conférence de presse, Alassane Ba et Diafaraba. Le mal est profond sur les réseaux sociaux et il est temps d'agir, estime le QDUS. La facilité de naviguer à laquelle les jeunes ont accès est à l'origine. La chance du Sénégal a toujours été la coexistence pacifique et la bonne entente entre ces différentes communautés religieuses. Une exception sénégalaise qui risque toutefois d'être de plus en plus malmenée. Ces germes sont surtout amplifiés dans le contexte actuel par le traitement non réfléchi de certains contenus. Provocation délibérée, incitation à la haine ou à la dépréciation religieuse, etc. C'est ce contexte qui justifie cette campagne de sensibilisation contre la haine et la désinformation. Son objectif est de promouvoir le vivre ensemble. Et lutter contre les discours de haine sur les médias et réseaux sociaux. Le constat est parti du fait que ces derniers ne sont pas assez utilisés, notamment au Sénégal, pour contrer les discours de haine et mieux promouvoir notre modèle de coexistence. Pour qu'aujourd'hui qu'on puisse profiter le maximum de ces réseaux sociaux et qu'on puisse en tirer vraiment la partie qui porte sur la communication positive. Et l'autre partie qui nous semble être une partie négative, qu'on puisse
sensibiliser, comme vous le faites, l'opinion sur non seulement la profitabilité, mais aussi les opportunités économiques que ces GAFAM peuvent nous apporter. Le QDUS reconnaît des failles dans l'éducation des jeunes. Il est important que les familles puissent continuer à jouer le rôle qu'elles jouaient dans le passé, afin que l'enfant puisse être préparé d'abord dans sa famille. Il est vrai que les problèmes socio-économiques faisant, les familles se déstructurent de plus en plus, mais nous pensons que l'État devrait jouer un rôle de rempart pour permettre à ces familles-là de se reconstituer, pour permettre à ces familles-là de jouer le véritable rôle qu'ils doivent jouer. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal va s'appuyer sur son partenariat avec Meta. La campagne va durer 4 mois. Il est prévu des spots de conscientisation sur tous les médias et réseaux sociaux. L'accompagnement de la communauté dans toutes ses composantes est attendu. Édition 2022 des 2 rakas de Serigne Touba à Saint-Louis. La sécurité et le dispositif sanitaire, 2 volets qui seront bien pris en charge cette année selon le gouverneur de la région de Saint-Louis, Alioune Badara Mbengue, que voici avec notre équipe. Le volet concernant la sécurité, avec le commissaire central ainsi que le commandant de la Légion de gendarmerie Nord qui gère la zone au-delà de la ville. Les dispositions ont été prises avec un renfort conséquent en hommes pour pouvoir assurer la sécurité des personnes et des biens, bien avant, pendant et après même le 5 septembre. C'est la même chose avec l'ensemble des autres services techniques, que ce soit le secteur de la santé avec une bonne couverture médicale qui sera matérialisée par la mise en alerte des différentes structures qui sont là, l'hôpital régional qui est à 2 pas de la place Baya, mais également le centre de santé Ousmane Ngom, ainsi que les autres postes de santé, que sont le poste de Sor, le poste de Sud, mais également un poste médical avancé sera même prépositionné au niveau de la place Ferrand pour assurer une bonne couverture médicale. Il en est de même de l'électricité avec la nécessité d'avoir en tout cas un approvisionnement en électricité, disons une mise hors délestage. Alioune Badara Samb, le gouverneur de la région de Saint-Louis. La ministre des Affaires étrangères a présenté le bilan à mi-parcours de la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Des propositions intéressantes et novatrices ont été faites par le président Macky Sall, selon Aïssata Tall Sall. Propositions comme la réallocation des DTS, les droits de tirage spéciaux, ou encore la création d'une agence de notation africaine. Compte rendu de cette présentation ce matin, Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne. Le financement des économies africaines est une grande difficulté pour les États. Et pour pallier à cela, les droits de tirage spéciaux devront être réalloués. Et pour ce faire, durant son mi-mandat, le chef de l'État Macky Sall a plaidé pour une agence de notation africaine. Et le continent avec lui, que la réallocation des droits de tirage spéciaux, qui est de l'argent à la disposition de la Banque mondiale, dont effectivement nous sommes peut-être pas le premier actionnaire, mais dont nous faisons partie du dispositif global, que ces droits de tirage spéciaux pourraient être réalloués à l'Afrique pour permettre qu'en une seule fois, en un seul temps, autant d'argent de façon massive intervienne sur le continent pour permettre à nos économies de décoller. Sur ces droits de tirage spéciaux, vous l'avez entendu, 600 milliards de dollars dont l'Afrique a besoin, pour lesquels nous demandons aux différents États développés de pouvoir réallouer une partie de leurs droits. Avoir une agence de notation qui partira de nos propres réalités, qui connaîtra nos contraintes, mais également qui pourra envisager et appréhender nos potentialités est quelque chose de fondamental. Durant ce mi-mandat, le chef de l'État Macky Sall a été aussi rattrapé par les urgences avec la crise RDC Rwanda, le conflit entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte, mais aussi la situation sécuritaire au Mali, en Guinée. Dans le même temps, Macky Sall a fait face à des urgences. Et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure qu'au départ de son mandat, il avait un calendrier tracé sur ce qui devait être fait, ce qu'il voulait entreprendre, sur le plan du développement des infrastructures, sur le plan de la mise en œuvre de la ZLECAf, sur le plan du financement des économies africaines. Et puis les urgences l'ont rattrapé. Les urgences l'ont rattrapé et vous le savez, ces urgences, c'est d'abord la crise de l'Ukraine, mais c'est également
tous ces autres conflits latents qu'il a trouvés, qu'on avait pensé régler, mais qui, sur le cours de la crise entre RDC et Rwanda, qui est née tout récemment, mais qui était déjà à l'état latent, comme vous le savez, c'est bien évidemment ce conflit entre l'Éthiopie, le Soudan, l'Égypte, autour du grand barrage de la Renaissance. C'est également la situation sécuritaire au Mali, au Burkina et en Guinée, exacerbée par les changements non constitutionnels de régime politique. Au crédit du président Macky Sall, durant ces 6 mois, beaucoup de conflits ont été aussi désamorcés. Au Soudan, Macky Sall est parti soutenir la transition. Et je me rappelle encore des propos du président Salva Kiir, qui lui a dit, depuis que nous sommes là en crise, on nous a trouvé une sorte de triumvirat, 3 pays là, qui sont là, qui essaient de nous encadrer et de nous soutenir. C'était tous des pays occidentaux. C'est bien la première fois qu'un président en exercice de l'Union africaine s'intéresse à la crise au Sud-Soudan et essaie d'appuyer et de soutenir notre transition. Même dans la gouvernance mondiale, le président de la République a lancé le plaidoyer de l'adhésion de l'Afrique au G20. Merci Fat Bintou, et retour sur l'affaire des 11 bébés décédés à l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. C'est la décrispation dans l'établissement après la liberté provisoire accordée, vous le savez, à l'assistante infirmière et à la sage-femme. Les personnels de santé reprennent service après plusieurs semaines de grève. La paix est donc revenue dans cet hôpital. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Tivaouane, hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, les personnels de santé reprennent du service et retrouvent le sourire après la libération de leurs collègues détenus à la maison d'arrêt et de correction de Thiès depuis le 5 juin dernier. Oui, après la libération, on a retrouvé le sourire, mais à moitié. À moitié parce qu'ils étaient 3, donc il y a 2 qui sont libérés et il reste toujours Fodé qui est là, donc on ne peut pas jubiler vraiment à 100%. Tous les services de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane fonctionnent à merveille. Il y aura vraiment une suspension du mot d'ordre de grève et que les populations auront à bénéficier de manière permanente et régulière des soins de qualité. Ces personnels de santé campent sur leur position. Plus jamais ça. Mais il espère tout de même que des dispositions seront prises pour que les responsabilités soient situées. Vous conviendrez avec moi qu'après l'incident de Tivaouane, d'autres incidents ont été déclarés dans certains hôpitaux de ce pays. Le problème de la maintenance se pose. C'était un centre de santé qu'on a transformé en hôpital. Et il y a une inadéquation entre le personnel et les bâtiments. L'Union régionale Sud-Sas tiendra une assemblée générale pour une évaluation, mais surtout pour indiquer la voie à suivre pour la libération de Fodé Dione, le maintenancier. Et on en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. On s'intéresse à l'ouvrage de Ndongo Dimé, cher Ahmadou Bamba Mbaké, le digne héritier de Seydina Mohamed, un recueil de poèmes pour magnifier la vie et l'œuvre de Serigne Touba. Note de lecture, Ibou Diouf. Une production littéraire inspirée des 99 noms de Dieu. L'auteur a fait usage de la dénomination de Dieu dans l'islam pour chanter la gloire de Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké à travers ce recueil de poèmes. Le but que j'ai, ma mission, c'est de servir Cheikhoul Khadim. Et le servir comment? Le servir par les hadiyas, comme tout talibé. Le servir peut-être par les tolo al-arba, comme tout fidèle aussi. Mais surtout le servir par l'écriture. Ndongo Dimé est orienté par la pensée du Saint-Homme et le concept khidma, ou service à l'humanité. Je me définis comme un passeur de la pensée mouride, comme un passeur du message de Cheikhoul Khadim. Mon objectif, c'est de partager cette grâce divine qui est Serigne Touba. Cheikh Ahmadou Bamba Mbaké, le digne héritier de Seydina Mohamed, ce recueil de poèmes pour montrer au lecteur qu'au-delà du discours de ses maîtres, comme le prophète, Serigne Touba a réussi à relever ce défi. Cette œuvre est destinée au Khalife général des Mourides et à toute la communauté mouride, mais surtout à toute la communauté musulmane. Et ça, c'est ma mission, c'est la mission que je me suis définie. L'auteur de ce recueil n'a pas omis de mentionner certaines recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba
appelant les hommes à se tourner vers Dieu et prêchant la non-violence, la quête du savoir utile. Avec Victor Georgil, tout récemment, il nous dit qu'un homme n'a jamais découvert l'itinéraire pour aller vers Dieu sans verser de sang. Sans verser de sang. Et Seigneur Touba vient nous lancer son fameux appel. Cet appel de paix, cet appel qui mène vers Dieu, qui mène vers Dieu sans verser une goutte de sang. Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, le digne héritier de Seydina Mohamed, un recueil de poèmes pour le glorifier, l'une des figures les plus importantes du soufisme au Sénégal et de la Oumma islamique. Et fenêtre sur le monde dans l'actualité internationale, la Guinée, l'Algérie, le Japon et la Mauritanie, où l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés a dénombré des milliers de Maliens qui ont afflué dans ce pays pour fuir les attaques terroristes. Le récit de Daniel Diouf. Ces chiffres de l'Organisation des Nations Unies pour les réfugiés, ils sont près de 8000 Maliens qui ont afflué dans le camp de Mbera, en Mauritanie, ces 6 derniers mois. Fuyant la multiplication des attaques, ces personnes viennent des zones de Sokolo, Dogofri, Ouagadou, Nampala et Tombouctou. Une grande partie des déplacés sont des nomades, des populations accusées d'être de mèche avec les terroristes. Plusieurs n'hésitent pas à passer la frontière, prise en étau par ces conflits depuis que l'armée malienne a amplifié ses opérations dans le centre du pays. Le président français Emmanuel Macron est arrivé en Algérie ce jeudi pour une visite officielle de 3 jours. Accueilli à sa descente d'avion par son homologue Abdelmajid Tebboune à l'Elysée, on affirme que cette visite est destinée à apaiser les relations entre les deux capitales et relancer les partenariats économiques au point mort. Au programme, une rencontre avec des artistes à Oran et une visite du cimetière Saint-Eugène dans la périphérie d'Alger, un très grand cimetière chrétien et juif en présence de l'archevêque d'Alger. Le grand rabbin de France devait également être présent, mais il n'a pu effectuer le déplacement parce que testé positif au Covid-19. Une autre préoccupation justifie ce déplacement présidentiel. L'Algérie, 3e fournisseur de gaz naturel pour l'Europe, derrière la Russie et la Norvège et devant le Qatar, passe pour être une alternative au gaz russe. En Guinée, la commission co-dirigée par l'archevêque de Conakry a produit un rapport de 45 recommandations. Elle a d'abord demandé au président de la transition que l'État prenne en charge les victimes des violences lors des différentes manifestations, qu'il apporte aussi une aide psychologique et matérielle. Le document recommande entre autres la régularisation de la situation des civils et militaires mis à la retraite par erreur par la fonction publique, la régularisation de la situation des salariés pénalisés par le gel des comptes de leurs institutions et les collectivités locales. Le rapport suggère aussi que des démarches soient menées en Guinée et à l'étranger pour l'obtention de la déclassification des archives portant sur le pays. Le texte propose par ailleurs la mise en place d'une commission ad hoc de suivi et d'exécution de toutes ces recommandations. Le colonel Doumbouya, après la réception du document, affirme, je le cite, « Aux problèmes guinéens, les solutions seront aussi guinéennes ». Et puis au Japon, le chef de la police nationale a présenté sa démission après avoir reconnu des défaillances dans la protection de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, assassiné par balle le 8 juillet dernier alors qu'il prononçait un discours lors d'un meeting électoral. Le chef de la police nationale assume la responsabilité de ces défaillances et se retire pour permettre à ses services de sécurité de prendre un nouveau départ, a-t-il déclaré. Merci Daniel. Et puis dans l'actualité sportive, la Ligue européenne des champions reprend ses droits les 6 et 7 septembre prochains. Le tirage au sort de la phase de groupe s'est déroulé ce jeudi à Istanbul en Turquie. Un tirage qui a donné lieu à de belles affiches, notamment dans le groupe C où on retrouve le FC Barcelone face au Bayern Munich d'un certain Sadio Mané. Le point avec Ibrahima Khan. Sur le toit de l'Europe en 2022, le Real Madrid, logé dans le groupe F, sera opposé aux Allemands du RB Leipzig, du Shakhtar Donetsk et du Celtic de Glasgow. Un tirage plutôt favorable aux champions d'Espagne, tout le contraire de son grand rival, le FC Barcelone, tombé dans le groupe C. Un groupe qu'il partage avec le Bayern de Sadio Mané, l'Inter de Milan et le Victoria Plizen.
Le vice-champion d'Europe, Liverpool, orphelin de Sadio Mané et qui n'a toujours pas gagné le moindre match en championnat cette saison, fera face à l'Ajax d'Amsterdam, le Napoli et les Rangers, finalistes de l'Europa League dans le groupe A. Edouard Mendy et Kalidou Koulibaly de Chelsea, quant à eux, ont hérité du groupe E, où ils retrouvent le champion d'Italie, le Milan AC, le Dynamo Zagreb et le Red Bull Salzbourg. Bamba Dieng et Pape Gueye avec l'OM ont hérité du lourd dans le groupe D. Marseille devra rehausser son niveau pour rivaliser avec Francfort, Tottenham de Pape Matar Sarr ou encore le Sporting de Portugal. Dans le groupe H, on retrouve le PSG de Gana Gueye et Abdou Diallo, la Juventus de Turin, le Benfica et le Maccabi Haïfa. 32 équipes réparties en 8 groupes de 4 vont s'engager dans la compétition. La première journée est prévue les 6 et 7 septembre prochains. Sport toujours, forum pour galvaniser les supporters sénégalais en vue du mondial Qatar 2022 à travers le concept Wadi Lyon au Qatar. L'objectif est de fédérer le maximum de Sénégalais autour de la tanière, suivant les explications de l'initiateur Babacar Fall avec Modou Fall. C'était un réel engouement autour de la préparation, de la participation des Lions du football à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Mais aussi de contribuer d'une part à l'animation de la ville de Dakar, aussi de démontrer la possibilité que nous pouvons utiliser l'équipe nationale de football comme support, comme vitrine pour vendre la destination du Sénégal. Le salon aura lieu du 20 au 23 octobre 2022 à la place de la Nation, Est-Obélisque. Voilà, ça va s'ouvrir le matin à partir de 10h et va refermer ses portes à partir de 22h. Donc dans ce salon, le programme comporte 4 espaces. Il y a un espace qui sera réservé, un espace d'échange qui sera réservé au forum, destiné à faire savoir le football sénégalais. Rendre hommage au basket sénégalais et à son histoire, c'est l'objectif de l'ancien basketteur Rémi Ndiaye, membre du staff technique du Miami aux États-Unis d'Amérique. Au cours de la 2e édition de son camp de basket à Dakar, il a offert du matériel. Voyons tout cela avec Cher Sadibou Diarra. Partager son expérience et ses connaissances, rien ne fait plus plaisir à Rémi Ndiaye, le membre du staff technique du Miami Heat en NBA, qui a tenu la 2e édition de son camp de basket au Collège Sacré-Cœur. C'est un devoir pour moi de revenir au pays et aider les jeunes parce que là, j'étais ici quand j'étais petit et on m'a donné l'opportunité de jouer au basket ici. Et donc voilà, je suis revenu avec l'appui de mon équipe, les Miami Heat, qui ont fait beaucoup d'équipements pour les jeunes, pour leur compétition. Et c'est mieux de les amener ici, de leur apprendre la base. Et après, bon, petit à petit, ils vont s'améliorer et ils vont intégrer dans les clubs. Et plus tard, ils sont des professionnels, peut-être des joueurs en sélection nationale. Le choix porté sur les enfants n'est pas fortuit pour le camp de basket qui compte changer d'envergure très prochainement. Ça se développe beaucoup, donc ça se voit avec l'équipe nationale du Sénégal et le nombre de jeunes qu'on a en Europe, en Amérique. Il y a beaucoup de jeunes talents qui sont là-bas et maintenant donc on doit pousser les jeunes avec le Basketball African League qu'on vient juste de commencer. Maintenant les jeunes ont la chance ils ont la chance de rester au pays pour gagner de l'argent et jouer professionnel. L'année prochaine, on va essayer de voir si on peut organiser un grand tournoi au Stade Marius Ndiaye. On va inviter les régions pour développer. En même temps, on va inviter des joueurs de la NBA, des entraîneurs de la NBA, des entraîneurs des collèges pour venir assister, quoi. Les multiplications des camps de basket, comme celui de Rémi Ndiaye, une aubaine pour les enfants de canaliser leur énergie et de s'initier à la pratique du sport en ces temps de vacances. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info dans un instant avec Papa Blaider et son invité ce soir, le docteur Chergueï. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.